bienvenue dans l'interview aujourd'hui. Je reçois Rachid Azaoum. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous connaît pas, on va faire connaissance. Vous êtes 5e sur la liste des régionales pour le CDH et vous êtes chef d'entreprise. Donc ça, c'est un peu particulier. D'abord, je voudrais savoir comment un chef d'entreprise qui dirige 5 franchises devient un politicien ou en tout cas a envie de devenir un homme politique. Effectivement, donc je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, après une expérience en tant que cadre pendant 10 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dernières 15 années, au fait, je suis également un entrepreneur engagé socialement sur le terrain auprès de la jeunesse bruxelloise pour pouvoir les aider à intégrer le monde professionnel et aussi à entreprendre, et en tout cas à donner l'esprit entrepreneurial. Et donc c'est plutôt au niveau local. Donc alors évidemment l'engagement politique pour moi c'est une suite logique dans mon parcours de vie. Mais les communales, ça ne vous intéressait pas. C'est plutôt le niveau régional où vous vous êtes dit là il y a quelque chose à faire. Absolument. En fait, la région, ça m'a toujours intéressé et je me suis toujours impliqué. D'ailleurs, je suis aussi administrateur chez Bessie depuis 8 ans plus ou moins. Et donc, m'impliquer aussi dans le développement économique et aussi social de ma région, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc ici, au niveau politique, le plan régional, évidemment, m'intéresse. Oui. Alors, si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez toujours votre activité professionnelle sur le côté ou comment vous allez faire? Alors, demain, si j'ai l'honneur d'être élu par nos citoyens, évidemment, je réorganiserai mes activités professionnelles autrement. Donc aujourd'hui, évidemment, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une grande équipe. Et donc, évidemment, je restructurerai la partie ressources humaines pour pouvoir développer les activités. C'est ça, vous ferez quand même les deux, c'est un peu ça. Oui, je ne vais pas abandonner ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je ne suis pas un politique, je suis un entrepreneur. Oui, c'est ça. Et alors, je disais, vous êtes patron de 5 franchises. En fait, un patron de franchise, ça veut dire que vous gérez des magasins, en l'occurrence là des restaurants, ce sont des Quick et des Burger King. En fait, vous avez une franchise que vous exploitez. C'est ça un peu le système. Alors, ça, c'est pour la politique. Maintenant, pourquoi avoir choisi le CDH particulièrement? Parce qu'en même temps, je ne sais pas, du côté des patrons, on dit toujours c'est plutôt le MR qu'il faudrait choisir, non? C'est ce qu'on dit souvent. Mais écoutez, moi, en tant qu'entrepreneur, je m'engage en politique avec des priorités. Ma priorité, c'est la jeunesse. Donc, c'est permettre à la jeunesse d'avoir un emploi. Et c'est d'aider cette nouvelle génération aussi à entreprendre. Alors, pourquoi le CDH? Le CDH, c'est un parti dans lequel je me reconnais dans ses valeurs. Donc, alors, clivage gauche-droite, c'est quelque chose dans lequel je ne me suis pas toujours retrouvé. Donc, je me retrouve beaucoup plus dans un mouvement humaniste, mais qui allie en même temps la solidarité défendue par la gauche et la responsabilité que les partis de droite parfois se... Je crois que vous avez bien choisi le CDH, c'est vraiment tout à fait ça. Alors, même si c'est peut-être en difficulté, c'est un parti où on voit les sondages, c'est pas évident, vous n'avez pas choisi la facilité. Effectivement, je n'ai pas choisi la facilité, mais c'est surtout un engagement certain et sincère. Donc c'est le projet en lui-même qui m'intéresse, puisque je constate surtout, c'est que dans ce parti, il y a une nouvelle génération, il y a aussi une nouvelle jeunesse qui veut se battre pour des valeurs et aussi pour des projets, et je fais partie de cette nouvelle génération. Alors, on va voir si on trouve des liens entre le programme du CDH et votre expérience de chef d'entreprise. Alors, en matière de formation et d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente? À Bruxelles, on voit que le chômage, les chiffres s'améliorent de mois en mois, tout doucement. Les formations, c'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup trop de jeunes chômeurs à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? C'est vrai que le taux de chômage à Bruxelles s'est amélioré lors de la dernière législature et même lors de l'avant-dernière. Mais aujourd'hui, on a quand même une réalité qui est là, c'est celui du chômage des jeunes. On a pratiquement un jeune sur 4 qui est sur le carreau, qui est sans formation et qui est sans emploi. C'est là le vrai défi pour notre région de demain. Ça veut dire qu'il faut faire plus de formation? Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut faire au niveau de notre jeunesse bruxelloise. Donc évidemment, il y a pas mal de thèmes qui sont... Mais très concrètement, soyez très concrets. Alors pour les jeunes, en fait, ce qu'on doit faire, c'est tout d'abord au niveau de l'accompagnement. C'est qu'on doit suivre tous ces jeunes qui sont sans emploi et sans qualification. Au niveau de Actiris, il y a du très bon travail qui a été fait évidemment les dernières années. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire un suivi
individuel. Je pense qu'on doit investir aussi dans la partie ressources humaines chez Acteris pour pouvoir faire un suivi individuel. Très souvent, on ne fait pas dans les institutions publiques, on ne fait pas toujours le ROI, et donc le coût et la rentabilité d'un employé qu'on va engager. Donc je pense que si on investit dans le personnel chez Acteris pour pouvoir faire du suivi individuel, je pense que les bénéfices seront là. Mais d'une manière un peu plus concrète par rapport aux jeunes, on doit investir dans la formation professionnelle et notamment la formation en alternance. Alors au niveau du CDH, on veut, et moi aussi particulièrement, on voudrait faire de la formation en alternance une filière d'excellence. Aujourd'hui, on a une réalité, c'est qu'à Bruxelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un jeune sur 4 qui est au chômage, sans qualification. On doit faire en sorte qu'on puisse choisir la formation en alternance et que ça devienne un premier choix. Aujourd'hui, malheureusement, très souvent, c'est un second choix. Ou alors souvent, c'est un choix par défaut. Parfois, c'est un choix par défaut. Alors aujourd'hui, il n'y a que 6% de nos jeunes bruxellois et wallons qui font le choix de la formation en alternance. Et on a ce taux de chômage. Mais par contre, il y a des pays où la formation en alternance est un vrai modèle. Par exemple, la Suisse, on a pratiquement 64% des jeunes qui font le choix de la formation en alternance, où ils ont un taux de chômage incroyablement bas, autour de 2%. Oui, mais alors, vous, en tant que chef d'entreprise, vous engageriez davantage d'étudiants si vous pouviez pratiquer cette alternance? Donc, un peu de travail dans l'entreprise et un peu de travail à l'école, hein, c'est ça le système. Évidemment, c'est quelque chose que j'applique déjà dans mes points de vente. On travaille avec aussi Bruxelles Formation pour pouvoir intégrer des jeunes en formation en alternance. Donc on en a 1 ou 2 par point de vente. Mais en fait, je ne parle pas juste de mes points de vente à moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de BC, les différents secteurs d'activité sont représentés. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire avec le monde de l'entreprise. Le partenariat entre les institutions publiques, l'enseignement et le monde de l'entreprise n'est pas suffisamment important aujourd'hui. Et je pense qu'on doit aller absolument vers là. On a peur de la marchandisation de l'école. Est-ce que ça risque pas de finalement faire perdre le caractère un peu des valeurs justement de l'école si l'entreprise entre trop dans l'école? Non, justement, je pense que la formation professionnelle doit aussi rentrer dans les filières de l'enseignement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des métiers qui sont porteurs dans les filières technologiques, dans les filières qui demandent des hautes compétences. Je veux dire que les jeunes peuvent choisir des métiers qui sont très valorisants. En fait, c'est une filière qu'on doit valoriser. Qu'on doit valoriser tant au niveau des parents qu'au niveau des élèves, mais aussi au niveau des entreprises. Je pense que pour un jeune, parfois apprendre un métier sur le terrain en alliant la théorie à l'école et la pratique dans une entreprise, c'est vraiment quelque chose de très valorisant et on doit aller dans ce sens-là. Alors, vive l'alternance en matière d'emploi, peut-être en matière politique aussi, qui sait, hein, il y a des gens qui aiment bien l'alternance aussi. Alors, parlons de transition écologique. C'est important, l'alimentation à Bruxelles, et je vais vous demander, d'après vous, quelle est l'initiative qu'il faudrait favoriser? Je vous en propose 3. La première, c'est le label Good Food, label lancé par la ministre Frémaux. La deuxième, c'est les circuits courts, que l'on propose partout. Ou la troisième, l'ouverture de nouveaux Burger King. Évidemment, les 3 thèmes me parlent. Oui, mais il faut en choisir un. Je dois choisir un. Moi, je dirais le circuit court. Je vais prendre le circuit court. Le circuit court, je pense qu'on doit vraiment, évidemment, la good food aussi, on peut en parler. Concernant le circuit court, on doit aller de plus en plus vers aussi le commerce de proximité. Je pense que c'est une de nos priorités également de pouvoir favoriser les circuits courts et notamment les commerces de proximité. Nos commerces de proximité, c'est ce qui fait vraiment le cœur de nos villes, le cœur de nos villages. Et on doit aller vers les circuits courts à tous les niveaux. Et c'est aussi très souvent, en général, les circuits courts et les commerces de proximité, c'est aussi une activité qui produit des emplois locaux qu'on ne peut pas toujours délocaliser. Alors vous parliez de good food, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire qu'il faut favoriser le good food et gagner sa vie en exploitant des Quick et des Burger King? Non, absolument pas. Moi, je me sens très très bien avec ça. Alors, évidemment, moi, je connais l'activité dans laquelle je travaille. Je suis un ancien responsable qualité du groupe, où je connais vraiment le... De Quick, alors? Pardon? De Quick? Oui, de Quick. Donc, j'ai été quality manager pendant quelques années, où je connais les matières premières qu'on achète. On achète des produits de qualité, on vend des produits de qualité. Vous savez, on a parfois... Donc, c'est pas contradictoire avec pas du tout contradictoire parce que la santé? Non, parce que c'est... Alors,
Alors, je vous dirais, c'est comme dans la vie de tous les jours, l'équilibre alimentaire, c'est la responsabilité de chacun. Parce que il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser, mais c'est comme à la maison, vous savez, nous on vend de la viande, on vend des légumes, on vend du pain. Et donc évidemment, l'équilibre alimentaire, c'est à chacun Alors, parlons un peu mobilité, c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Il y a une panne ce matin électrique due à un incendie dans la jonction Nord-Midi. Tout a été paralysé. On voit quand même que les transports publics sont fragiles quand il se passe un incident comme celui-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Alors c'est vrai que ce type d'incident, c'est malheureux parce que ça touche directement les citoyens et aussi les naveteurs de la gare du Nord, parce que c'est là que ça s'est passé. Alors évidemment, cet incident fait suite aussi par rapport à d'autres épisodes qu'il y a eu les dernières semaines par rapport à la situation qui est vécue dans la gare du Nord. Parce que là, en fait, c'est un campement de SDF qui se situait dans le tunnel de la jonction Nord-Midi. Alors on se pose la question par rapport à la gestion aussi de cette gare, parce que apparemment la police des chemins de fer est absente depuis pas mal de temps. Alors je trouve aussi que la gestion malheureuse de cette affaire, de ce qui s'est passé les semaines précédentes et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde se rejette la balle. C'est un peu malheureux entre la commune, entre la région et aussi surtout le fédéral. Alors le fédéral, évidemment, qui ne prend pas aussi sa part de responsabilité par rapport à toute cette situation-là. Mais si vous trouvez que quelqu'un doit prendre ici une part de responsabilité, ça peut être la région, ça peut être la commune dans ce cas-ci? Je pense que la première responsabilité, c'est celle du gouvernement fédéral. Mais s'il ne la prend pas. S'il ne la prend pas, je pense que aussi les acteurs locaux, on doit aussi prendre nos responsabilités. Alors, c'est une guerre aussi dans laquelle il faut savoir, c'est que même les citoyens eux-mêmes, en tant que bénévoles, parfois agissent pour tout ce qui concerne notamment la propreté et aussi et parfois l'aide aussi aux réfugiés qui se trouvent dans cette guerre. Donc, le citoyen prend sa part de responsabilité, mais au niveau fédéral, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Merci Rachid Azaoum. Demain, je recevrai Victoria de Vigneral. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.